La peur, tout le monde sait que ça vide de son énergie, que ça fait baisser en vibration, parce que autant l'amour donne des ailes, autant on sait que la peur nous plombe. Par contre, ce que peu de gens savent, et moi je m'en suis rendu compte que très récemment, c'est que on a des peurs à un niveau inconscient qui fonctionnent sans arrêt, qui nous consomment énormément d'énergie au quotidien. Et moi je savais pas d'où ça venait cette consommation d'énergie, et c'est pour ça que je me suis attelée à cette première enquête sur la peur. Je m'appelle Blandine de Maillard, j'ai un blog qui s'appelle unepeuralafoi.com et dans cette enquête, vraiment en fait cette enquête me tient à cœur, comme toutes celles que je vais faire d'ailleurs, mais celle-ci particulièrement parce que en 2017, quand j'ai regardé dans ma vie d'avant, je me suis rendu compte, j'ai regardé ma vie d'avant, vraiment il y a quelques années avant, puis j'ai fait waouh, mais c'est juste fou, comment est-ce que j'ai pu vivre avec cette quantité d'énergie-là que me drainaient mes peurs. Parce que, à l'époque, j'étais pas consciente d'un certain nombre de peurs que je vivais parce qu'elles étaient énormément refoulées, derrière d'autres desquelles j'étais consciente, mais beaucoup de peurs refoulées, comme la majorité d'entre nous, en fait, finalement. Et là, en 2017, j'ai pu expérimenter comme la chape de plomb que ça faisait sur mes épaules à l'époque, dans cette vie d'avant. Et j'ai fait, mais comment j'ai fait, sérieusement, comment j'ai fait pour vivre avec toute cette quantité d'énergie qui m'était drainée, qui fuyait hors de moi à cause de la peur. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de faire ces fameuses enquêtes sur la peur que je vais proposer mois après mois, le 13 du mois. Et aujourd'hui, c'est la première, donc let's go. Alors, quand on a peur, c'est simple, je pense que tu vas dire la même chose que moi, on est très vigilant, on a le corps tendu, on a tendance à avoir les bras près du corps, etc. On n'est pas en train de partir comme ça, sauf si on est en panique, ça c'est pas mal autre chose. Et qu'est-ce que j'ai marqué déjà? Ouais, parce que je me suis fait une petite note, mon petit cerveau. Et on évite de trop bouger. Ok, donc ça c'est l'attitude à laquelle on reconnaît quelqu'un qui a peur. Il regarde partout, il bouge pas trop, etc. Il est tendu. Et moi, quand j'ai analysé ça, puis en fait, j'ai discuté avec un karatéka, j'ai lu des choses de Cyril Benmamou, qui est quelqu'un qui a des très très bons travaux sur le traumatisme et qui aide des gens à le dépasser. Et aussi Boris Cyrulnik. J'ai trouvé une réponse là-dedans, je vais en parler plus tard. Et j'ai vu qu'il y avait 5 sources de consommation d'énergie constante quand on était sous de la peur. Peu importe la peur, le stress, peu importe comment on appelle ça. Mais la plupart du temps, c'est inconscient, puis c'est ça en fait qui est un petit peu pernicieux. La première des 5 raisons, c'est l'hypervigilance mentale. C'est-à-dire qu'on imagine notre tête comme une tour de contrôle, puis on check le territoire. On regarde tout le temps partout s'il y a des sources potentielles de danger. Et le plus souvent, en fait, quand en plus on a vécu un traumatisme, c'est que notre système d'alarme, il est déréglé. Et que même des choses qui, normalement, devraient pas nous alerter, nous alertent. Un bruit de porte, on est aux aguets. Par exemple, si on a vécu par exemple de la violence, puis que le conjoint ou la conjointe claquait la porte, là une porte qui claque, là tout de suite, hop, on est en vigilance, puis on n'est pas bien. Mais ça peut être plus subtil que ça. Mais globalement, on a de l'hypervigilance pour voir d'où vient le danger sans arrêt. Et cette vigilance, elle peut être autant externe, tout ce qui se passe à l'intérieur, que interne. Mais l'hypervigilance à l'intérieur, je vais en reparler au point numéro 4. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est malheureusement. Ok, donc ça c'est bon. Alors ensuite, le 2, c'est les muscles qui sont toujours prêts à faire quelque chose, fuir ou se battre. Et là, on peut imaginer un petit peu comme la corde d'un arc, tout le temps tendue. Et ça, je m'en suis... Bon, ça, tout le monde le sait, mais c'est marrant, mais tout le monde le sait. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte à chaque fois que je fais mes enquêtes sur la peur, sauf que personne l'a vraiment enfoncé, cette porte. Tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses, mais le truc, c'est qu'en discutant avec un karatéka, je me suis rendu compte que finalement, si on est tendu sans arrêt, minimum, on le sent pas vraiment, parce qu'en fait, comme on connaît pas d'autres manières d'être, on sait pas qu'on est tendu. Jusqu'au moment où on arrive à se relaxer plus, puis là on fait « Ah, mais en fait, j'étais tendu ». Mais sauf que quand on est encore dans le moment tendu, on le sait pas. Et donc le karatéka me disait que quand tu as des mouvements moins fluides quand tu es tendu, parce que quand il était dans une compétition, s'il était trop stressé, ses gestes n'étaient pas assez explosifs. Et pour avoir des gestes explosifs, il faut être relativement détendu. Pas complètement affalé comme ça, mais relativement détendu. Et donc,
on est tendu, nos mouvements sont moins fluides, et ça aussi, ça consomme de l'énergie, parce qu'un muscle qui est légèrement tendu, ça, il faut entretenir, c'est de l'énergie que ça consomme. Troisième chose, c'est que justement, si on regarde quelqu'un qui est instinctivement, si tu regardes quelqu'un qui est timide par rapport à quelqu'un qui a l'air qui est assez expansif, etc., qui s'extériorise beaucoup, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vas voir dans son non-verbal? Très facilement, je pense que c'est arrivé tout de suite dans la tête, c'est quelqu'un qui est timide, il prend peu de place, il bouge pas trop, il a les bras près de lui. Tout simplement parce que notre corps, chez les mammifères, on a une réaction de protection autonome qui a tendance, on a tendance à se mettre en position fétale, quand vraiment une grosse frayeur, position fétale, mais d'une manière générale, les bras près du corps pour protéger les parties vitales et aussi parce que ça nous donne un sentiment de sécurité. Et donc, quand on a peur, quand on a un niveau de peur basale, comme en fait la plupart des gens dans la population mondiale, je voudrais peut-être pas trop m'avancer, peut-être que tu me diras le contraire dans les commentaires, mais c'est bienvenu parce que je prétends pas avoir la science infuse, mais comme vraiment beaucoup de gens, au moins dans la population occidentale, c'est que en fait chaque mouvement qu'on va faire vers l'extérieur pour tendre le bras, pour saisir quelque chose, pour saisir ses clés, peu importe, va à l'encontre de ce mouvement de préservation qui est inconscient. Et donc forcément, vu que j'ai tendance à être comme ça, si je veux tendre mon bras vers là, ça va me consommer plus d'énergie. Donc, un timide, le corps est toujours à essayer d'économiser le plus d'énergie possible. Donc, dans ce cas-là, quand on est plus timide, quand on a peur, etc., on va garder comme ça et on va rester comme ça parce que ça nous demanderait vraiment beaucoup d'énergie, puis ça insécuriserait le corps de faire des mouvements vers l'extérieur. Mais quelqu'un qui est très à l'aise va faire des mouvements comme ça, parce que ça lui coûte moins d'énergie, donc le corps il s'en fiche d'avoir des mouvements les bras qui partent en l'air, qui partent dans tous les sens, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment intéressant à quel point notre corps, il est vraiment intelligent, mais surtout aussi combien chaque chose, quand on est dans un niveau de peur inconscient, plus des peurs conscientes qui se rajoutent, nous consomme énormément d'énergie, puis c'est fou la quantité. En fait, t'imagines même pas, si jamais tu l'as pas vécu, ce que je suis en train de te dire, le fait de te rendre compte après coup une fois que tu t'es libéré d'un certain nombre de peurs, de combien ça te consommait d'énergie, en fait, t'as juste pas conscience parce que c'est ta manière habituelle de fonctionner, puis c'est pas incorrect, c'est juste que t'en as pas conscience. Alors, ensuite, le quatrième point, c'est... Ah oui, une autre chose que je disais, je voulais dire par rapport aux muscles, ce que je disais juste avant, c'est que moi, en fait, je m'en étais rendu compte aussi, cette énergie mobilisée, et mobilisée pour être prête à bondir au cas où, se fuir, etc. C'est en lisant un très bon article de Cyrine Benmamou, que j'ai mis en lien dans les commentaires. Et justement, c'est là d'où venait le terme de réaction de protection autonome, c'est dans cet article-là que je l'ai pris. Et là-dedans, il y a aussi un muscle qui s'appelle le psoas, qui est un muscle intérieur, là, dans le tronc, qui est un muscle très très important dans la posture en général, qui réagit très fortement aux émotions et notamment à la peur. Mais bon, je développerai ça dans une autre vidéo. Ensuite, alors si je regarde mon quatrième point, donc l'inhibition et le refoulement des élans de vie. Parce que là, imagine un petit peu une cocotte minute. Et une cocotte minute, il y a de la pression à l'intérieur et la cocotte fait tout pour garder la pression à l'intérieur pour pas que ça explose. Cocotte minute qui explose, c'est moche. Tu veux pas voir ça, surtout si tu avais quelque chose de tachant comme de la sauce tomate. Tu veux pas que ta cocotte minute explose, en plus si tu es à côté, tu meurs. Ouais, voilà. Mais la cocotte minute qui explose, psychiquement, on appelle ça une dépression. Dépression. On enlève la pression qui était à l'intérieur, qui était insupportable. Et quand on a peur, quand on a un niveau de peur basal, comme je disais, comme la majorité des gens, moi y compris, j'en ai encore, je dis pas que je suis sortie de tout, ça serait beau, mais non. Et donc, quand on a un niveau basal de peur, etc., l'hypervigilance mentale dont je parlais en premier, elle est aussi vers l'intérieur, pour refouler tous les élans de vie. Moi, je dis en général que ça fait taire tout ce qui monte de l'intérieur à grands coups de pelle.
Ça, c'est mon expression à moi. Mais ces élans de vie, ils pourraient être dangereux parce qu'ils pourraient nous amener à faire des choses que notre inconscient considère comme dangereux pour notre survie. Et notre inconscient, le boulot, c'est de nous protéger et de faire que dans 5 secondes, on est toujours vivant. Donc, dans ce cas-là, ça va étouffer les élans de vie. Et ça aussi, ça consomme énormément d'énergie parce que pour maintenir cette cocotte minute scellée, ça consomme beaucoup d'énergie. Et justement, comme disait justement Boris Cyrulnik, dans ce bouquin-là, je vous conseille, je te tutoie d'abord, je te conseille de le lire. J'ai mis le lien pour aller le chercher dans les commentaires sous la vidéo. Et en fait, page 23, il dit une phrase moi qui m'a beaucoup marquée parce qu'il dit « Rien n'épuise plus un organisme que l'inhibition, la contrainte à ne pas bouger, à ne pas dire, comme un gibier qui s'immobilise dans une posture d'alerte. » Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est occupé à notre survie puis on ne vit pas. Quand on refoule tous ces élans, donc quand je dis refouler, ça veut dire qu'on ne sait même pas qu'on a ces élans de vie. Il y a la censure, elle s'est passée avant. À l'intérieur, là, ça fait comme « tais-toi ». Eh bien, c'est épuisant et on ne vit pas, on survit. Et petit à petit, justement, non seulement ça nous épuise, et on finit en dépression, mais en plus, ce qui se passe, c'est que ça diminue notre appétit de vivre d'une manière générale, parce que tout ce qui pourrait nous rendre joyeux, notre inconscient l'a censuré avant même qu'on le sache, finalement, que ça nous monte au cerveau, à notre conscience. Et la dernière chose, et ça en fait on n'y pense pas, mais moi j'ai pensé à ça parce que j'ai des études de biologie, c'est toute l'énergie que notre corps prend pour essayer de maintenir la chimie interne à l'équilibre. La chimie interne, on appelle ça l'homéostasie. Si tu vas aller chercher, je te laisse aller chercher, mais en gros, c'est notre corps essaye toujours de maintenir les choses à peu près au même niveau, comme notre pression artérielle, le pH de notre sang, etc. Parce que nos cellules sont conçues pour fonctionner avec certains critères assez fins de chimie intérieure. Et donc, quand on a peur, notamment, il y a l'acidification avec la sécrétion d'adrénaline, le cortisol. Et donc, notre corps va pédaler sans arrêt pour essayer de revenir à l'équilibre, pour éviter que ça foute trop le bazar dans notre corps. Imagine, en fait, c'est simple pour l'image, imagine un canard sur l'eau. Un canard sur l'eau, il a l'air de rien. Tu crois qu'il avance, puis genre, c'est sans effort. Genre, à la limite, il aurait un petit moteur électrique en dessous, sauf que, en fait, le canard en dessous, il pédale à fond, c'est génial. Si tu vois une vidéo de canard en dessous, sous l'eau, ça pédale. Mais notre corps, quand on a peur, même si ces peurs-là, on n'en est pas conscient, lui, il pédale pour essayer de remettre la chimie intérieure toujours à un niveau de base, parce que notre corps est conçu pour fonctionner sans ce stress permanent qu'on vit. Et donc, ça, c'est fou parce que ça consomme énormément d'énergie. Ça consomme vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Donc, si je résume, attends, je regarde si j'ai bien tout dit. Ouais, ok. Donc, si je résume, on a une tour de contrôle qui check partout, hyper vigilance, qui check s'il y a une menace. On a un niveau de tension de base des muscles pour être prêt au cas où. On a aussi une réaction de protection autonome qui fait que nos bras sont plus près du corps et ça nous coûte de l'énergie à chaque fois qu'on doit écarter nos bras pour faire n'importe quoi qui est tout à fait normal dans notre vie de tous les jours, ne serait-ce que de prendre les clés sur un buffet. On va avoir aussi une répression des élans internes de vie. Oups, désolé, j'ai accroché le micro. On va avoir une répression des élans internes de vie et aussi on va avoir notre corps qui pédale à l'intérieur pour essayer de faire que la chimie interne soit pas trop déréglée, en tout cas essayer de compenser tout ce qui est occasionné par la peur même inconsciente qu'on vit. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses qui consomment de l'énergie et c'est normal, ça nous bouffe une quantité d'énergie absolument folle. Et c'est là qu'on fait, c'est pour ça qu'on se sent tellement plus léger, tellement plus libre en fait finalement quand on dépasse des peurs, puis qu'on les intègre petit à petit parce que, oh my god, ça fait du bien, tu sais, c'est comme, on a tout ce poids-là qui est plus là, notre corps il est plus obligé d'avoir cette charge, ces fuites d'énergie au quotidien.
Donc tu vois, ces 5 choses-là, j'ai mis du temps à les découvrir. Et je sais pas toi, mais moi je dirais quand on m'en parle, je fais comme, bah ouais, c'est évident. Je sais pas, peut-être dis-le moi dans les commentaires si tu trouves que c'est évident. Mais aussi j'aimerais que tu me dises, est-ce que ça t'a fait prendre, tu sais ce que je viens de dire là, qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion? Est-ce que ça t'a fait prendre conscience de certaines choses? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu as d'autres références, peut-être des idées aussi, d'autres choses qui nous consomment de l'énergie? Moi, je serais vraiment heureuse de te lire dans les commentaires. Puis, si t'es pas d'accord aussi avec certaines choses que j'ai dit, vas-y, tu sais, sérieusement, dans les commentaires. Moi, je veux vraiment que ça soit une discussion. Je veux que ça soit de l'intelligence collective autour de cette enquête sur la peur, parce que je prétends pas avoir la science infuse. Je prétends pas toujours avoir tout juste. C'est mes recherches, mon interprétation avec mon background scientifique et de vécu, etc., qui me fait dire ce que je dis aujourd'hui. Peut-être que même que dans 6 mois, j'aurai évolué. Donc, vas-y, t'es vraiment le ou la bienvenue dans les commentaires pour toi donner ton expérience et qu'est-ce que tu as pu expérimenter ou qu'est-ce que tu connais, des pistes que je peux aller explorer pour mener un peu plus loin ma réflexion, cette fameuse enquête. Ah ouais, zut, j'oublie ma loupe. Pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Et juste, j'ai envie avant de terminer cette vidéo, ah oui, d'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, bien sûr, si tu trouves que c'est intéressant, ça, là, ce que j'ai dit aujourd'hui, partage cette vidéo, sérieusement, partage la vidéo pour la faire connaître à des gens que tu connais, bah oui, connaître à des gens que tu connais, bref. Mets un pouce bleu parce que ça va augmenter le référencement sur YouTube et dans ce cas-là, je vais pouvoir atteindre plus de gens avec cette vidéo. Et bien sûr, souscris à cette chaîne, inscris-toi, clique sur la petite cloche pour être notifié parce que je vais mettre chaque 13 du mois une vidéo enquête sur la peur, mais je mets d'autres vidéos autour de la peur. Et justement, j'ai envie de te laisser avec un petit quelque chose, un petit doggy bag. Tu sais, les doggy bags, c'est ici au Québec, c'est quand tu as fini de manger, mais il te reste de quoi dans l'assiette. Tu sais, tu l'emportes chez toi. Doggy bag, c'était pour le donner au chien, mais tu peux aussi le mettre dans ton frigo pour le manger plus tard. On n'est pas obligé de donner tout ça au chien. Et le petit doggy bag avec lequel j'ai envie de te laisser partir aujourd'hui, c'est, je sais pas si tu sais, mais notre mental influence notre corps. Parce que là, par exemple, la peur, etc., c'est quand même quelque chose de très mental. Ça va nous rendre tendus. Mais aussi, notre corps influence notre mental. Par exemple, quand on sourit, quand on se met comme ça, etc., on a tendance, c'est des études qui ont montré qu'on a tendance à aller mieux, à sécréter des hormones qui nous font aller mieux, nous sentir mieux. Mais ça veut dire que finalement, si tu es très tendu, et que tu te sens pas très bien, mais tu es très tendu, ton corps est très tendu. Est-ce que finalement, la peur que tu ressentirais, elle serait pas due à ton corps, la peur ou un mal de vivre, etc., serait pas due à ton corps qui finalement, lui, est très contracté, très tendu, et c'est ça qui induirait les pensées que tu rumines dans ta tête ou une sorte de mal-être que tu traînes avec toi. Je te laisse réfléchir à ça. Et justement, c'est aussi pour ça, en fait, c'est aussi à cause de ce que je viens de te laisser dans ce doggy bag que chaque 23 du mois, je fais une vidéo qui s'appelle « Soutenir son corps en traversant une peur » parce que oui, justement, le corps, c'est très important pour traverser une peur. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée. J'ai vraiment apprécié faire cette vidéo. Tu vas voir la vidéo du mois prochain, ça va parler d'épigénétique et de peur. Je te laisse là-dessus, mais j'ai trop hâte. Et puis voilà, je sais que je parle. Mais c'est juste parce que je suis passionnée, j'ai envie de te le partager. Et donc, moi je te dis au 13 du mois prochain pour une prochaine enquête sur la peur. Bye bye!